Et bonjour et bonsoir à toutes et tous pour cet atelier de la tribu Inspire the Change. Ce soir, c'est un atelier avec moi que j'ai souhaité appeler comment et où se reconnecter ou recontacter son intuition. Voilà, j'aime bien dire heureux pour dire qu'en fait, on ne l'a pas perdu, on ne l'a jamais perdu. Plein de choses, en fait, on les a déjà en nous, c'est juste de les retrouver. Voilà. Alors, pour cet atelier, comme pour les autres, je vous ai préparé un support que vous retrouverez aussi en replay. Donc, je vais passer en partage d'écran. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas... J'arrive à le mettre en... Attendez. Affichage, mode diaporama. Voilà. D'habitude, je le prépare avant, le mode diaporama, mais là, est-ce que vous l'avez en grand ou est-ce que vous avez les petites diapos dessous? En petite diapo. Ouais, vous voyez les petites diapos dessous aussi, hein? Ouais. Ouais, donc on va faire autrement. Est-ce que là, vous voyez en grand, c'est mieux, hein? Parfait. C'est OK? Ouais, c'est parfait. Ah, super, merci. Alors, c'est parti. Alors, j'aime bien commencer les ateliers en vous posant des questions. Alors, Albert Einstein a dit « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Alors, qu'est-ce que c'est pour vous l'intuition? Est-ce que vous pourriez ouvrir mon micro et me dire qu'est-ce que c'est pour vous sans réfléchir trop longtemps? Moi, ça rejoint un petit peu ce qu'il y a sur la diapo, donc je ne sais pas si je vais dire des choses extraordinaires. Mais ouais, quelque chose qu'on ressent, mais qui n'est pas prouvé d'une manière matérielle, quoi. Mais on sent que c'est la bonne voie, ou peut-être le bon chemin, ou peut-être que c'est par là qu'il faut aller. Voilà. C'est une sensibilité aussi à avoir un sixième sens. C'est une faculté aussi de percevoir des attitudes, des réactions et voilà. Ok. Alors, effectivement, j'ai mis des mots qu'on utilise souvent. Bonsoir Solène. Si tu as envie de répondre à la question, là on vient de démarrer l'atelier, c'est qu'est-ce que c'est pour toi l'intuition? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient quand tu penses à l'intuition? Tu peux ouvrir ton micro et nous partager là à chaud direct. Je ne sais pas si... Je ne suis pas sûre parce que le temps qu'elle connecte, à mon avis, elle n'a pas dû entendre. Ouais. Alors, je vais continuer. Donc, effectivement, c'est souvent des mots qu'on utilise, un super pouvoir, un sixième sens, une voix intérieure, le flair. C'est souvent de l'ordre un petit peu de la magie, on ne sait pas trop, on ne sait pas d'où ça vient. Des fois, on se dit c'est pour certains, c'est pas pour moi. Des fois, on est aussi assez admiratif de certaines personnes. Et on peut se sentir un petit peu petit. Ça me fait penser à ce que tu disais, Aurélia, j'en ai besoin de retrouver un petit peu comme si tu se sentais perdu et que c'était plus à ta portée. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu, des fois, quand on le voit chez les autres, on se dit, ben moi, là, voilà. Et donc, ce sont des choses qui viennent à l'esprit. Voilà, c'est pour certains, pas pour tout le monde, pour être peut-être des élus ou je ne sais quoi. Voilà. Alors, j'ai mon écran qui, excusez-moi, il faut que j'arrive à passer ma diapo suivante. Voilà. Alors, une autre question pour vous. Quand et comment estimez-vous que vous avez utilisé votre intuition? Quand vous dites, ah ça c'est l'intuition qui me l'a dit, ça c'est mon sixième sens, ça je l'ai senti, ça c'était évident à tel moment, est-ce qu'il
C'est des exemples qui vous viennent. Vous pourrez y réfléchir après l'atelier parce que ce que je vais vous transmettre, ça va vous faire réfléchir. Donc, vous pourrez vous reposer les questions et ça vous enrichira aussi. Mais si vous en avez là qui vous viennent, vous pouvez ouvrir vos micros. Oui, moi, alors quand et comment si, par rapport au ressenti qu'on peut avoir des fois avec des personnes qu'on rencontre, voilà, avec qui on discute, il y a un truc des fois qui peut se faire de manière, une connexion qui peut se faire de manière assez rapide. Ça, moi personnellement, je peux dire que ça m'arrive assez régulièrement, enfin en tout cas d'avoir d'avoir des flashs, j'allais dire, c'est pas des coups de foudre puisqu'on n'est pas sur des histoires d'amour, on est sur des histoires de rencontres, mais des fois, voilà, d'avoir de se dire que cette personne aussi, elle est peut-être rentrée dans ma vie ou je l'ai peut-être rencontrée ce jour-là parce que j'avais quelque chose à entendre ou un message à recevoir. Voilà. Voilà, premier truc auquel je pense. Après, il y a des petites choses aussi un peu plus bêtes, mais un peu plus bêtes, un peu plus pragmatiques. Mais ça va être sur, par exemple, quand je conduis et que je vais être un peu... non, que c'est la nuit, voilà, tiens, quand je conduis et que c'est la nuit et qu'il faut faire attention aux animaux qui traversent la route, et des fois, j'ai l'impression que ça me le dit, ah, attention, là, il y a un lapin qui va passer, etc. Et donc, il y a un truc qui me fait tout de suite être très consciente, enfin en tout cas d'être vraiment à ce que je fais et éventuellement de ralentir et quelques secondes après, il y avait un animal qui croisait la route que donc je n'écrasais pas, heureusement. Et c'est comme si j'avais été prévenue quelques secondes, enfin un petit peu auparavant. Voilà. Merci Aurélia. Véronique, Solène? Alors moi, c'est plus au niveau de mon travail. Souvent, je décrypte, enfin, je pressens par rapport à un discours qui m'est donné, par rapport à une perception de l'autre qui va me dire des choses et j'aurai une intuition sur ce qui va se passer en fait, sur ses intentions. Donc, on est assez dans le relationnel aussi. Et toi, Solène? Je me suis bien reconnue dans ce qu'Aurélia disait par rapport à quand on rencontre des nouvelles personnes. Et après, c'est aussi, j'ai 3 enfants et c'est vrai que par rapport souvent aux relations qu'ils ont avec les copains ou ce qu'ils me racontent de l'école, il y a souvent comme une petite voix qui me dit s'il faut s'y pencher un petit peu plus et aller creuser une situation conflictuelle, par exemple, qu'ils ont avec un copain ou si c'est juste, c'est pas grave, ça va passer. Ah là, il y a comme s'il y avait une jauge, en fait, qui se réglait. Alors, voilà, vous allez comprendre par la suite comment et pourquoi vous percevez ça et comment vous pouvez le développer et l'affiner. Et pourquoi des fois, ça va fonctionner et des fois pas. Vous allez comprendre. Alors, selon le Robert, en bonne littéraire, je vous ai mis la définition du Robert, il s'agit d'une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. C'est ce qui va nous faire dire « je le sais, c'est tout ». Et qu'on ne sera pas capable d'expliquer, le raisonnement qui va nous faire dire c'est le coup qu'il faut jouer. Vous voyez là, il y a un joueur d'échecs. Et en fait, le joueur d'échecs est vraiment très illustratif du fonctionnement de l'intuition selon certaines études. Donc du latin intuitio, et cela désigne un acte de voir d'un seul coup d'œil. Donc là, on revient encore aux joueurs d'échecs, mais en fait, pas que. Parce que vraiment, vous voyez, le latin, déjà, on revient souvent aux antiques, les sagesses antiques avaient déjà tout compris. Et nous, aujourd'hui, on le reformule, mais en fait, ils avaient déjà tout compris. C'est qu'effectivement, cela fonctionne beaucoup avec l'image, avec le visuel.
vous allez comprendre un petit peu après comment ça fonctionne en termes cérébraux. Donc, le cerveau mémorise des milliers de situations de jeu. On appelle ça en échec, on appelle des chunks, ce sont des combinaisons. Et via la pratique, pendant des années. Donc, en fait, l'intuition, elle jaillit d'un coup, mais parce qu'en fait, il y a eu des années et des milliers d'heures de pratique avant. Et donc, le cerveau, je vais vous montrer ensuite le fonctionnement du cerveau, va mémoriser beaucoup de situations de jeu. Et d'un coup, il va sortir le coup à jouer. En fait. Et donc, en ce sens, l'intuition serait la capacité à acquérir des habitudes qu'on mobilise sans forcer. Alors, ce qu'en dit la science, donc vous aurez le support, vous pourrez le regarder parce qu'il y a plusieurs fonctionnements cérébraux qui entrent en ligne de compte. Il y a plusieurs parties du cerveau, donc c'est quand même assez compliqué à comprendre. Donc, je vous ai mis les mots et vous pourrez y revenir, vous pourrez chercher, voilà. J'ai essayé de faire des diapos pas trop chargés, mais il y a quand même beaucoup d'informations sur l'intuition. L'intuition est quand même très étudiée, en fait. On ne s'en doute pas forcément. Mais... Donc, selon les scientifiques qui ont étudié le fonctionnement du cerveau dit intuitif, le cerveau des joueurs utilise le gyrus fusiforme qu'on utilise dans le processus de reconnaissance des visages. Donc, on revient à cette histoire de vision, vous voyez, du latin intuitio. C'est un processus de métabolisation assez compliqué, mais qu'on fait automatiquement en photographiant. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quand on regarde autour de nous, on capte, on prend des milliards de photos. Et on a aussi une autre partie du cerveau qui s'appelle le précuneus qui entre aussi en jeu. Donc, en fait, ce qu'on voit par l'œil, vous voyez, l'œil recherche des motifs, là, vous le voyez. Et ensuite, qui sont reconnus, ces motifs assemblés, qui sont des patterns, ils sont transférés au cortex visuel, qui est le précuneus. Et il va les organiser, en fait. C'est un peu ce qu'on peut appeler les chunks dans les échecs, c'est ces systèmes, en fait, de cet ensemble de combinaisons. Je suis allée trop vite, excusez-moi, je voulais vous montrer autre chose. Et donc, vous avez ensuite ce qu'on appelle le noyau codé, c'est lui qui fait jaillir l'information. Lui, il serait le centre de nos connaissances autrement spécialisées qui nous permettrait d'aboutir à une solution sans y penser. Donc, ça serait dans le noyau codé, en fait, que d'un coup, la solution fait flou. Je sais. Et donc, le noyau codé, ce qu'on a constaté, parce qu'ils ont fait des études en posant des électrodes sur plusieurs groupes, etc., c'est que quand le cerveau est en mode analytique, ce noyau codé ne s'allume pas. Enfin, ne s'allume pas. On ne le voit pas fonctionner, si vous voulez. Voilà. Et donc, Carl Jung dit justement, parfois, on peut voir que ça fonctionne vraiment en trouvant les liens intermédiaires. C'est une perception par des liens intermédiaires et vous n'obtenez que les résultats de cette chaîne de liens et de ces associations. C'est vraiment le précuneus qui fait sa tambouille, qui met des liens. Vous ne savez pas comment, en fait. Parfois, vous réussissez à le savoir, mais le plus souvent, vous n'y arrivez pas. Donc, ma définition est que l'intuition est une perception de pensées incontrôlées qui sont issues de l'inconscient. Parce qu'en fait, ça fonctionne sans qu'on ne s'en rende compte. Et donc, c'est pour ça qu'on dit l'intuition trouve, la logique prouve. Alors, on arrive justement sur ce qu'en disent les psychologues, les neuroscientifiques, dont le professeur Daniel Kahneman, qui est aussi un économiste, qui étudie en fait la psychologie, mais aussi sous l'angle de l'économie. Et donc, ce professeur a imaginer, mais à identifier plutôt deux façons, deux systèmes de prendre des décisions, deux systèmes de pensée. C'est le système 1 qu'il appelle rapide, intuitif, automatique, et le système 2 qui est logico-mathématique, délibératif. Donc, le système 1, c'est vraiment le système rapide. C'est lui qui est dit le système intuitif. C'est lui qui nous sert pour des tâches qu'on effectue et qui sont en général rapides. Par exemple, faire du vélo, quand on n'y réfléchit plus, vous montez, vous faites du vélo, vous brossez les cheveux, vous brossez les dents. Et là, vous voyez que quand vous étiez plus jeune ou quand vous avez appris au début, c'était pas automatique. Et maintenant, ça l'est. Et donc, en fait, le système 1, il associe les informations à des modèles qui existent déjà dans son esprit
Et il ne crée pas de nouveaux modèles, mais il associe. On est vraiment sur ce fonctionnement associatif. 1 plus 1 plus 3 plus 5, boum, et d'un coup, la solution. Et donc, c'est pour ça que plus on apprend, on en revient au système, aux joueurs d'échecs, plus vous nourrissez en fait votre cerveau, plus vous apprenez des choses, plus après les associations se font. Et se font rapidement, plus il y a de la matière, plus les associations peuvent se faire. Donc, quand on utilise le système 1, c'est justement pour décider la plupart des questions de notre quotidien. Donc, on en revient un petit peu à ce que tu disais, Aurélia, quand tu conduis, etc. Ouais, et par exemple, quand on conduit aussi, on ne réfléchit plus quand on sait conduire depuis quelque temps. Et donc, vous allez voir, on va arriver au système 2. Et donc, le système 1, il nous permet de prendre des décisions rapides et pas trop compliquées. Et le système 2, lui, il est justement plus lent et il demande plus d'efforts. Et c'est là que, si on revient aux exemples que je viens de vous donner, quand on a appris à faire du vélo, on était avec notre système 2. On a appris, on a réfléchi. Quand on a appris à conduire, encore plus. J'appuie sur la pédale d'embrayage, je passe la vitesse, je regarde dans le rétro. Ça, vous vous souvenez, ça nous fatiguait. On avait peur d'oublier une étape, de faire, comme on dit chez moi, brouter la boîte de vitesse parce que on n'était pas, voilà, c'était pas fluide. Et en fait, la fonction du système 2, c'est vraiment d'être en mode de concentration. Et quand on l'utilise, on est pleinement conscient qu'on résout un problème. C'est ce moment où on réfléchit. Vous voyez ? Et donc, c'est un système qui nous permet d'effectuer des tâches un peu plus complexes, comme l'apprentissage d'une langue aussi. Donc, c'est l'exemple qu'il donne, mais il y a, voilà, ce que je vous disais, il y a aussi l'apprentissage de la conduite, etc. Et donc, c'est un type de pensée plus délibéré. On l'utilise pour émettre des réponses conscientes. Alors là, est-ce que vous commencez à sentir qu'en fait, on utilise les deux, finalement, au quotidien. Ils sont complémentaires. Et donc, en fait, on joue à l'équilibriste entre nos deux systèmes. Donc, pour citer le professeur Daniel Kahneman, le système 2 utilise aussi la mémoire associative. Ce qui engage le système 2, ce sont les difficultés. Quand tout va bien dans notre esprit, on est de bonne humeur, on est intuitif, rapide. Quand les choses vont moins bien, qu'on est vigilant, qu'il y a des dangers et des risques, alors ce sera le système 2 qui sera le plus actif, qui contrôlera plus. Tu vois, Aurélia, quand on repense à la voiture, ils se sont mélangés parce que tu as l'habitude de conduire, ton corps, ton esprit a perçu des choses dans l'espace qui t'ont fait dire attention, tu vois. Et il y avait aussi le système 2 qui, lui, était vigilant. Tu vois, ils étaient vraiment bien mélangés là. Mais comme ça fait longtemps que tu sais conduire, tu as le système 1 en mode rapide qui a su très vite qu'il fallait ralentir. Donc, tu vois, ça, voilà, on fera moins d'erreurs impulsives, on se conduira très différemment. Ce sera le système 2 qui sera le plus actif et qui contrôlera plus. Cela provient du fait que nous reconnaissons dans l'environnement les signes qu'il faut se mobiliser, qu'il faut faire attention. Dans un sens, c'est le système 1 qui mobilise le système 2, puisque le système 1, c'est ce côté aussi où on sent qu'il faut faire attention. Donc, il va mobiliser le système 2, mais le système 2, ils vont s'interpénétrer, en fait, ils font des allers-retours constamment. Donc, c'est bien ce que je vous ai remis en résumé. Voilà. Chacun d'eux dominera l'autre en fonction de la tâche à effectuer. Ainsi, alors que le système 1 détermine nos pensées en relation avec les perceptions de l'environnement et la mémoire visuelle et associative, le système 2 est en charge de développer des conclusions à partir des intuitions du premier. Est-ce que ça vous paraît clair? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Alors là... Et du coup, dans le... Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Non, dans ce dont parlait Aurélia, là, ce qu'on ressent quand on rencontre une nouvelle personne, ou même j'y repensais après, quand notre enfant est malade et qu'on sent si c'est grave ou pas, qu'il faut aller à l'hôpital, etc., c'est plus le système 1 qui rentre en jeu. Alors oui, il va y avoir le système 1, si tu veux, qui va être... alors, il y a aussi l'instinct. L'instinct, ce n'est pas l'intuition. Donc, il y a ton côté instinctif de mère, de protectrice de la vie et, si tu veux, de survie qui va sentir le danger. Et donc, ça, c'est l'instinct. Et ensuite, tu as l'habitude, c'est-à-dire que tu connais ton enfant, en fait. Tu le connais de plein de manières et pas rationnel. C'est-à-dire que tu as
tu as intégré depuis que tu le connais et il y a des micro-signes. C'est ce qui fait aussi que, par exemple, on dit que les infirmières sont plus compétentes que les médecins pour voir les choses parce qu'en fait, elles sont plus souvent au contact avec les patients. Et donc, elle voit un micro-changement de couleur de peau que ne verra pas un médecin et elle va dire, là, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, toi, c'est ça qui va faire que tu vas sentir, parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas logiques, enfin, qui ne sont pas de ton système, justement, que tu vas sentir. Voilà. Et c'est ça qui va faire que tu vas dire, ah, attention, là, il faut plus l'écouter. Parce qu'en fait, il y a plein d'associations qui se sont faites et qui t'amènent le attention. D'accord. Parce que ça fait longtemps que tu le connais. Okay. Forcément, en plus, il a été dans ton ventre, donc il y a plein de sensations, ton corps sent des choses. Voilà. Il n'y a pas que l'intuition, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Voilà. Disons que l'intuition est basée sur tout ce que ton corps capte. Voilà. Et voit, sans que toi, tu te rendes compte que tu le vois, en fait. Tu vois. Okay. Tu vois. Merci. Donc voilà, des petites questions que vous pourrez vous reposer. Comment utilisez-vous le fonctionnement automatique de votre mémoire? Est-ce que vous l'utilisez souvent? Est-ce que vous le laissez venir? Ou est-ce que vous réfléchissez beaucoup? Justement, je viendrai en conclusion, vous verrez l'intérêt de beaucoup réfléchir et à un moment d'arrêter. Et donc, où on peut justement, attention, ne pas dire tu réfléchis trop, oui et non. Est-ce que vous utilisez la mémoire à court terme du novice? C'est-à-dire, par exemple, quand on commence à apprendre quelque chose, on est vraiment sur du court terme, ou à long terme des experts. Et vous pourrez vous rendre compte qu'à des moments, en fait, voilà, c'est l'expertise. C'est par exemple dans un métier. Tout à l'heure, on en parlait, quand on a l'habitude d'un métier, on voit de suite ce que la personne va dire, où elle va aller, parce qu'on a l'habitude, en fait. Soit de cette personne, soit en plus, si c'est dans un milieu professionnel, du métier de cette personne et de la façon dont on travaille avec elle, parce que c'est notre expertise métier, quoi. Voilà. Et selon notre activité, en fait, on s'est rendu compte que ce ne sont pas les mêmes régions du cerveau qui sont activées quand nous avons une intuition. Donc ça, c'est un petit résumé du magazine Science et Vie consacré à l'intuition. Justement, qui vous résume que l'intuition, c'est un éclair de génie, c'est-à-dire ce côté où on y réfléchit, ça nous prend la tête, à un moment, on arrête de réfléchir et poum, eureka, quand on n'y réfléchit plus. C'est un coup d'œil expert. Là, vous voyez, il redonne l'exemple du médecin qui sait immédiatement de quoi est atteint son patient lorsque celui-ci arrive dans son cabinet. Un tennisman professionnel qui anticipe l'endroit où la balle va atterrir. Et là, on revient quelque part aussi aux joueurs d'échecs. Un tennisman professionnel, il joue depuis des années, il a joué des milliers d'heures. Donc, en fait, tout son cerveau et d'autres parts de lui sentent et corrèlent tout ça et se disent ça va taper là. En fait, il y a le sens du vent, il y a des odeurs, il y a plein de choses en fait qui vont rentrer en ligne de compte. Et c'est un pressentiment. Il y a une réaction émotionnelle qui fait émerger des informations à la conscience. Voilà, il donne l'exemple, Léo Robillot-Dupont donne l'exemple de la maison, c'est celle-là que je vais acheter. Ou bien lorsqu'on joue à un jeu d'argent et que la chance se tourne. Je vous en reparlerai. Par contre, attention, ce n'est pas de l'instinct. Ça n'a rien à voir. L'instinct, c'est vraiment ce réflexe de survie. C'est autre chose. C'est ce qui fait que vous allez vous échapper, c'est ce qui fait que vous allez protéger votre enfant instinctivement. C'est vraiment ça. Ça, c'est différent de l'intuition. Et ensuite, cette histoire de déjà vu, des fois, alors on l'expliquerait. Voilà, là, je vous fais un atelier assez scientifique parce que j'ai l'habitude aussi d'aller sur des choses très ressenties. Mais j'aime bien aussi chercher d'autres explications. Je trouve ça intéressant, ça enrichit. Donc, les scientifiques disent que c'est un bug du cerveau, le déjà vu. On pourrait dire que c'est une vie antérieure pour certains. Voilà, vous, en tout cas, vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, puisque la science, elle progresse tous les jours. Mais aujourd'hui, elle dit, elle, que c'est un bug du cerveau. Voilà. En tout cas, pour revenir à notre intuition, on sait que c'est un court-circuit quelque part dans le cerveau. C'est vraiment ce truc-là qui fait que, boum, d'un coup, quand ça nous vient à la conscience, c'est très rapide. Et c'est un processus cognitif bien plus rationnel qu'il n'y paraît. Ça n'enlève pas la magie de la chose. Ce n'est pas parce que ça s'explique que ça n'est pas magique. En tout cas, moi, je trouve que ça nous donne justement beaucoup de clés pour la recontacter et se dire, mais c'est complètement à ma portée, en fait.
Je n'ai pas besoin d'être ultra spirituel, de méditer toute la journée, d'être un grand guide pour avoir de l'intuition, en fait. Alors, là où c'est intéressant et où ça donne des clés aussi pour la mobiliser, c'est qu'elle peut nous tromper. Donc, il y a pas mal de tests qui ont été faits, notamment par un psychologue qui s'appelle Shane Frederick, qui s'appelle le test de réflexion cognitive. Donc, vous avez la réponse, hein, mais je vais vous expliquer le test. Donc, imaginez, si vous essayez de ne pas lire la suite, imaginez que vous êtes face à la vitrine d'un magasin d'articles de sport et de plage. À travers la vitrine, vous voyez un ensemble, une raquette et une balle. L'ensemble vaut 1,10 €. Vous avez une petite étiquette qui vous dit que la raquette vaut 1 € de plus que la balle. Question, combien vaut la balle, d'après vous? Sans trop réfléchir. Sans trop réfléchir, on va se dire que ça coûte 10 centimes. Solène? Oui, sans trop réfléchir, on va se dire que ça coûte 10 centimes. Voilà. Donc là, on se dit, c'est l'intuition. Eh bien, vous êtes tombé dans le panneau. Comme moi, en plus, qui ne suis pas hyper douée en maths, hein, je vous le dis, donc moi, je tombe très vite dans le panneau. C'est inexact. On peut le retrouver par un calcul arithmétique tout simple. Si la balle vaut 0,10 centimes et que la raquette vaut 1 € de plus que la balle, donc 1,10 €, le total de la balle et de la raquette ferait 1,20 €. Ce qui ne marche pas puisqu'il nous faut un total à 1,10 €. La bonne réponse est de 5 centimes. Et donc, pour pouvoir répondre à 5 centimes, il faut être capable de résister à l'habitude qu'on a tous de se focaliser sur l'élément de l'énoncé en vue de rattraper nos capacités de calcul arithmétique. Il faut résister à l'intuition née de l'habitude d'entendre « concentrez-vous sur l'énoncé ». Car ici, ce n'est pas le cas. Donc, je vous ai mis des liens, vous pourrez aller en savoir un petit peu plus. Comme je vous dis, il y a beaucoup de contenu, donc ça vaut le coup de s'y replonger si vous le souhaitez. Voilà, et donc l'intuition peut nous tromper. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a une bonne et une mauvaise intuition, mais en tout cas, c'est pour ça que des fois, d'autres personnes que nous sont meilleures en intuition sur certains sujets. Et donc, clairement, on va y revenir. Fiez-vous maximum à votre intuition quand elle est dans un domaine de votre expertise. Quand c'est quelque chose que vous connaissez bien, vos enfants, votre métier, je ne sais pas moi, un sport, voilà, le jardinage si vous jardinez beaucoup, si vous conduisez beaucoup. Voilà, méfiez-vous de votre intuition quand c'est dans un domaine qui est assez peu connu pour vous. Et pour l'amour? Eh bien, comme c'est très émotionnel, il faut s'en méfier. D'accord. Voilà. Et en plus, au-delà de l'émotionnel, comme ça peut être plein de pathos du style je vais rechercher quelqu'un qui ressemble à papa, maman pour me refaire travailler des trucs. Voilà, ça peut être foireux aussi. Et là, on tombe dans l'habitude, justement. C'est-à-dire qu'on va aller chercher sans s'en rendre compte intuitivement parce qu'on a baigné dans une habitude. Par exemple, ce que m'a transmis une thérapeute de couple, j'ai trouvé ça m'a paru évident. Elle m'a expliqué qu'en fait, on aime comme on a été aimé. Alors vous vous dites, bah oui, bien sûr, ça paraît évident. Et c'est ce qui fait que, par exemple, je vais dire les femmes, parce que c'est quand même globalement des femmes, les femmes battues, enfants, se mettent avec des hommes battus, qui les battent, pardon. Et on se dit, mais elles sont bien niaises quand même, c'est pas normal. Mais comme elles ont été élevées là-dedans, inconsciemment, même si leur rationnel, vous voyez, est capable de dire oui, je suis bien d'accord, on m'explique que c'est pas normal et j'ai mal et c'est pas normal de se faire battre. Inconsciemment, l'intuition, on pourrait dire, les envoie vers, voilà. Parce qu'en fait, elles ont baigné dans une habitude. Donc là, on revient à une expertise, vous voyez, quelque part. Quelque chose dans lequel on a baigné, donc pouf, on y va tout droit. Donc, elle peut nous tromper dans ça, ça peut nous faire prendre des décisions qui vont être mauvaises pour nous. Alors, nous tromper, là, en l'occurrence, pour l'exercice du test de réflexion cognitive, mais nous faire prendre des décisions néfastes pour notre personne, notre intégrité. Donc, si on continue sur ça, on a effectivement, là, on en vient justement un petit peu à ce que je viens de vous expliquer, ce qu'on appelle le bruit. Alors, Dr Kahneman donc, est anglo-saxon, donc il appelle ça le noise. Et donc, il y a deux modes de pensée dans le bruit. La pensée causale, qui est sujette au bruit, et donc source d'erreur, et la pensée statistique, qui l'est un petit peu moins.
Les erreurs surviennent lorsque nous produisons un jugement en raisonnant de façon causale alors que nous aurions dû le faire de façon statistique. Je vais vous expliquer. C'est l'exemple de la régression vers la moyenne. L'exemple de la régression vers la moyenne, c'est par exemple quelqu'un qui a très très bien réussi, notamment l'exemple c'était quelqu'un dans l'armée qui avait très bien réussi un vol, je crois que c'était un pilote d'avion, mais exceptionnellement réussi, et celui d'après, il a moins bien réussi. Et en fait, il se fait engueuler par son instructeur parce qu'en fait, il considère qu'il a mal fait. Mais parce qu'en fait, il a pris en compte, l'instructeur, ce qu'on appelle la régression vers la moyenne. Ça veut dire qu'en fait, une performance très haute, derrière une performance très haute, il y a toujours une régression vers la moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, sa performance d'après, c'était juste la moyenne, c'était juste normal, entre guillemets. Vous voyez? Et donc, du coup, l'instructeur a fait une cause à effet avec quelque chose qui était exceptionnel. Et donc, ça, par exemple, c'est une pensée causale. Vous voyez, cause à effet. Je vous ai mis un lien vers le résumé du livre de Daniel Kahneman. Vous pourrez aller plus loin sur justement toutes ces sources d'erreurs dont il parle. Il y a pas mal de biais cognitifs. Je ne vous ai pas parlé de tout, sinon on aurait fait une demi-journée d'atelier. Mais voilà. Et entre autres, sur le bruit, ce que dit le professeur Daniel Kahneman, c'est « Nous constatons une chose. Selon le moment de la journée, un expert prend des décisions radicalement différentes sur un même sujet. » Et ça, c'est à cause du bruit. Vous voyez ? On a beau avoir de l'expertise, que je vous disais, que l'intuition se base sur l'expertise, il y a du bruit qui peut causer des erreurs. Deux experts disposant de mêmes informations émettent des jugements parfois opposés. Cette variabilité est engendrée par ce que nous appelons le bruit et qui se différencie des biais cognitifs, qui peuvent aussi être des sources d'erreurs. Justement, le bruit cognitif, je vais vous lire un exemple de justement, alors je ne sais plus qui c'est, c'est Kahneman toujours. En 1981, une célèbre étude ayant consisté à demander à plus de 200 juges fédéraux américains de se prononcer sur les mêmes affaires avait mis en évidence d'intolérables écarts dans les peines prononcées. Cette variabilité interindividuelle qui assimile la justice à une véritable loterie, mais il en va de même des consultations chez le médecin, des recrutements en entreprise, des placements d'enfants dans des familles d'accueil, etc., constitue ce que les statisticiens appellent du bruit. Contrairement aux biais qui peuvent être détectés dans les jugements individuels, le bruit ne se perçoit que dans la variabilité d'un grand nombre de jugements, c'est-à-dire dans leur dispersion. On se rend compte qu'il y a du bruit quand on le prend à grande échelle. Tandis que les biais cognitifs, ça va être, vous vous rendez compte, vous, à votre échelle, à vous, quand ils se mettent en œuvre. Certains juges sont en moyenne plus sévères que d'autres. C'est ce que nous appelons le bruit de niveau. La seconde composante est plus subtile. Indépendamment de leur sévérité moyenne, tous les juges ne sont pas également sensibles aux mêmes aspects des affaires qu'ils ont à connaître. Ça reste des humains, j'ai envie de dire. C'est le bruit de pattern lié à la personnalité de l'individu qui produit le jugement. Enfin, troisième composante, le bruit occasionnel. Le même juge aura, face à la même affaire, des réactions différentes à des moments différents. Parce que nous ne sommes pas la même personne tout le temps. Selon que nous sommes fatigués ou pas, stressés ou pas, de bonne humeur ou pas, selon qu'il vienne auparavant de se montrer clément ou sévère, un juge donné rendra un jugement différent de celui qu'il aurait rendu dans la même affaire. Donc, ça, on peut se dire, mince, dis donc, ça craint. Mais c'est important de le savoir et ça permet aussi de remettre les choses en perspective et de se dire, oui, en fait, c'est le fonctionnement de l'humain, il est comme ça, on a du bruit. Et on a tous du bruit et donc de ne pas non plus, moi je trouve, se mettre la barre trop haute en se disant, il faut que je sois parfait en toutes circonstances. Parce que c'est aussi se mettre du bruit quelque part. Et donc parfois, encore plus se complexifier la vie et complexifier finalement nos réflexions. Je vous ai mis un lien justement sur le bruit. Alors les émotions dans tout ça, on en parlait avec l'amour. Donc les émotions, elles peuvent nous tromper, c'est ce que je vous disais, mais elles peuvent aussi nous créer des alertes émotionnelles. Donc c'est un petit peu différent de l'instinct. C'est grâce à des alertes émotionnelles qu'on va se dire, attention, là, il est temps d'éviter mon intuition, ma réponse habituelle. C'est l'ascenseur émotionnel qui va nous permettre de mobiliser notre énergie mentale,
qui va ensuite nous permettre de résoudre le conflit. Car nos visions du monde nous font fonctionner en mode automatique. Lorsque nous rencontrons quelqu'un ou quelque chose qui vient d'un autre horizon pour nous contredire, nous montrer une autre réalité, nous pouvons avoir le réflexe d'enclencher la pensée logique. Et donc, dans ces cas-là, nous remettons notre système intuitif à l'épreuve de la réalité. Est-ce que ça vous parle? Par exemple, quand vous discutez avec quelqu'un et que vous vous rendez compte, ben, tiens, elle m'apporte une autre façon de voir les choses, et du coup, là, vous réfléchissez en fait. Et quelque part, parfois, on part en argument. Donc là, on part en logique. On n'est plus en intuitif. Vous voyez? L'intuition est ancrée dans des émotions. Et donc là, c'est le fameux biais de l'effet du cadre ou de l'effet de présentation. En fait, je vais vous lire. Je vais garder à côté. Je voulais quand même vous lire, sans trop surcharger, l'effet de cadre. Attendez, où est-ce qu'il est, l'effet de cadre? Voilà. C'est en fait, l'effet de cadre, c'est le contexte, quelque part. Donc, je vais vous lire un scénario tristement prémonitoire qui était présenté, c'est encore Kahneman et un autre collègue à lui, Tversky, qui était présenté aux participants. Imaginez que les États-Unis doivent faire face à une épidémie inédite venue d'Asie, qui menace de tuer 600 personnes et que 2 programmes pour combattre la maladie sont proposés. Donc attention, c'était avant Covid. Donc là, vous allez voir que selon comment on présente, donc comment on contextualise, les réponses vont être complètement différentes. Et je trouve ça assez hallucinant quand on repense à ce qu'on a vécu en 2020. Dans un premier groupe de volontaires, les 2 options étaient présentées ainsi. Si le programme A est adopté, 200 personnes seront sauvées. Le programme B offre, lui, une chance sur 3 de sauver tout le monde et 2 chances sur 3 de ne sauver personne. La majorité des personnes interrogées optaient alors pour la première option. Mais dans le second groupe, les solutions étaient exposées différemment. Si le programme A est adopté, 400 personnes vont mourir, tandis qu'avec le programme B, il y a une chance sur 3 que personne ne meure et 2 chances sur 3 que tout le monde meure. Et les participants optaient cette fois pour la réponse B. Donc, vous voyez les biais qu'on peut avoir en fonction du cadrage et quelque part, ça va nous allumer des émotions. On parle mort, donc forcément, on va dire non, quoi. Et ça n'a rien de logique. et c'est là qu'on peut comprendre beaucoup de choses qui se passent au quotidien et dans des décisions qui engagent des émotions ultra fortes, notamment quand on touche à la santé. Et donc là, pour prendre un autre exemple, on va prendre par exemple des décisions financières, non pas en raison de calcul, mais parce que les résultats sont présentés sous forme de gains. C'est ce que des fois va vous faire acheter quelque chose, parce qu'on vous le présente en gain. Et en fait, c'est des émotions qui sous-tendent ce biais. C'est ce qu'on a remarqué. Alors, une des dernières choses et non des moindres, c'est que l'intuition se lit dans notre corps. Tu l'as dit aussi, Aurélia, quand tu conduis, tu vois, clairement, on sent des choses. Solène aussi, quand tu parlais de ton enfant. Donc là, on part sur Antonio Damasio et Antoine Béchéra, à la fin des années 90, qui ont, eux, mis en évidence que l'intuition se manifeste par de subtiles modifications physiologiques. C'est quand tout à l'heure, vous savez, au tout début, je vous parlais de la perte d'argent, etc. On commence à transpirer. Donc, le cœur qui s'accélère, voilà, la transpiration qui se fait plus abondante. Donc, justement, on vient sur cet exemple de jeu de cartes. Dans un jeu de hasard, les participants devaient gagner de l'argent en piochant dans 4 paquets de cartes. Mais ils ignoraient que 2 paquets comportaient beaucoup de cartes qui faisaient perdre de l'argent, tandis que les 2 autres en faisaient gagner. Tout en observant le comportement des joueurs, les chercheurs ont mesuré leur réponse émotionnelle via la sudation de leur peau. Les participants ont commencé à montrer des signes physiologiques de stress avant de piocher dans les paquets perdants au bout de 10 cartes. Mais ce n'est qu'au bout de 50 cartes qu'ils ont commencé à modifier leur comportement, donc à changer de pioche. Mais ils n'étaient capables d'exprimer le choix de changement vers les paquets gagnants qu'au bout de 80 cartes. Leur corps avait donc su capter des signaux subtils et y réagir bien avant leur esprit rationnel. Et bien avant quelque part que ça monte à leur conscience et qu'ils s'en rendent compte. Ces indices corporels sont appelés marqueurs somatiques et ils sont à la base de l'intuition. Celle-ci est en fait, et entre autres, j'ai envie de dire, notre capacité à faire attention à ces signaux envoyés par notre
Là, je me suis fait une erreur par notre corps et à les prendre en compte. En résumé, entre guillemets, recontacter l'intuition, c'est prendre conscience que l'on se sert de notre intuition sans s'en rendre compte. Donc, Aurélia, quand tu disais, j'ai besoin de la retrouver, j'ai besoin de retrouver ma créativité. Après, dans les jours qui viennent, rends-toi compte qu'en fait, tu t'en sers tout le temps. Et c'est justement quand tu ne te rends pas compte que tu t'en sers que tu t'en sers. Tu vois? Donc, en fait, tu t'en sers. Et c'est comme quelque part, moi, ce que j'accompagne beaucoup, c'est l'excellence, c'est faire sentir à chacun où est son excellence. L'excellence, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, au quotidien, comme on respire et dont on ne se rend pas compte qu'on le fait. Ben, l'intuition, c'est pareil. On ne s'en rend pas compte. Comprendre qu'être intelligent, ce n'est pas seulement avoir des connaissances, c'est savoir sélectionner parmi les différents types de connaissances qu'on a à l'esprit au moment de faire un choix. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, ils en parlent là dans le magazine et moi, je suis allée un petit peu plus loin, en tout cas dans mon ressenti. On lit souvent que les personnes dites à haut potentiel intellectuel auraient un fonctionnement intuitif. Moi, je l'interprète en me disant pourquoi, parce que ce qu'on dit des multipotentiels, etc., il y a un atelier sur ces personnalités-là, si ça vous intéresse. C'est qu'en fait, en général, ce sont des personnalités qui s'intéressent à beaucoup de choses, qu'on dit slasheuse, qu'on peut dire éparpillées, mais qui, en fait, justement, comme elles s'intéressent à beaucoup de choses, elles engrangent beaucoup de connaissances, et tout ça, ça fait beaucoup de liens, en fait. Ça fait beaucoup de connexions et de combinaisons qui font que ça, pour moi, ça expliquerait qu'elles sont plus intuitives, entre guillemets. Parce que forcément, comme elles emmagasinent beaucoup de choses, qu'elles captent beaucoup de choses, ben forcément, ça crée plus de combinaisons. C'est mon explication. Donc, c'est bien de se remplir la cervelle, mais vous allez voir, à un moment, il faut savoir la laisser se reposer. Comprendre que les résultats de l'intuition sont toujours plus avisés quand ils relèvent d'un champ d'expertise bien précis. Donc, c'est ce que je vous disais. Voilà. Fiez-vous plus à elle, encore plus, quand vous êtes vraiment dans un champ d'expertise. Et vous verrez même qu'en fait, vous ne vous posez pas la question. Vous verrez, vous en doutez peu, en fait. Enfin, vous êtes vraiment dans votre champ d'expertise, vous en doutez peu. Être vigilant à nos systèmes de raisonnement. Voilà. Alors, vous rendre compte, est-ce que là, je suis dans l'instinct? Est-ce que je suis dans l'émotionnel? Est-ce que c'est au bon endroit? Est-ce que je suis dans une logique? Ou est-ce que je suis justement... Et je me fatigue quand on est dans ce fameux système 2, qu'on est en apprentissage, qu'on est très concentré, en général, on fatigue. Donc, vous pourrez vous amuser à voir, ah tiens, là, je suis en train de mobiliser tel système. Ne pas confondre impulsion primaire, instinct et peur et intuition. Et écouter son corps et ses émotions, mais pas aveuglément, encore une fois. Voilà. Savoir se poser et dire, alors attention, comme on dit quelque part, tourner cette fois sa langue dans sa bouche, ça peut peut-être être un petit peu ça, dire, attention, c'est qui cause là? Albert Einstein disait d'ailleurs qu'il s'était senti physiquement dans un état particulier au moment de trouver la théorie de la relativité. Alors, s'ouvrir à l'intuition, c'est mettre en place des nouvelles habitudes. Donc, je vous le reformule d'une autre manière, c'est observer nos prises de décision. Nos systèmes de pensée font des va-et-vient, mais sont aussi en compétition, ce qui peut être coûteux. Il faut parfois bloquer le système 1 rapide. Être intelligent, c'est gérer la compétition entre ces deux systèmes. Des fois, lui dire, attends, ok, mais là, j'ai besoin quand même d'aller vérifier avec mon système de logique si ce que tu me racontes, c'est bien. Vous voyez, par rapport au test de réflexion cognitive, tout à l'heure, là, en fait, ça valait le coup de dire, attends, Coco. Attends, on va mettre le système 2 en route. S'entraîner à résister à des décisions absurdes, à nos intuitions erronées pour développer des compétences de plus haut niveau ancrées dans nos émotions, entre autres. Prendre de l'âge, c'est bien de vieillir. Vous comprenez tout à fait pourquoi. Parce que quand on est petit, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. On réfléchit pour se brosser les dents. On réfléchit quand on apprend à conduire, on réfléchit à conduire. Enfin, voilà. Plus on prend de l'âge, plus on a cette espèce de sagesse quelque part. Est-ce qu'on pourrait appeler la sagesse de l'intuition? Moi, je pense que dans la sagesse, il y a de l'intuition. Opposée à la logique mathématique, l'intuition ne fonctionne que si elle est bien entraînée. Pour l'aiguiser, l'expérience est donc essentielle. Plus vous êtes âgé, plus vous avez retenu des situations diverses. Et plus il y a des chances que votre intuition soit bonne.
À l'inverse, il faut se méfier des fulgurances d'un novice. Sa chance de succès est souvent proche du hasard. Utiliser le conflit socio-cognitif qui nous permet de développer une pensée de plus haut niveau face à un argument contraire au nôtre. Donc, c'est vraiment intéressant. Quand quelqu'un a un argument contraire au nôtre, voilà, on va se dire, tiens, qu'est-ce qui chez moi fonctionne, etc. Et comment, ben, en fait, ça peut venir nourrir mon expertise et ma façon après de faire des associations. Donc, il y a une phrase qui résume très bien le fonctionnement des deux systèmes et pour moi de l'intuition, si j'arrive à bouger ça. Le travail de la pensée est similaire au forage d'un puits. L'eau est trouble au début, mais ensuite, elle s'éclaircit. Donc, je l'ai reformulé. Je ne l'ai pas reformulé, je l'ai détaillé par une expérience, enfin, une étude qui a été faite, une dernière. Dans une étude du psychologue néerlandais Ap Tjurtruist, je ne suis pas hollandaise, les étudiants devaient choisir la meilleure voiture selon 4 modèles. Un groupe se basait sur 4 critères et l'autre sur 12. Et donc là, vous allez voir cette histoire de puits et d'eau trouble. Au sein de chaque groupe, certains avaient 4 minutes pour analyser tranquillement le problème, tandis que les autres devaient le faire tout en résolvant des anagrammes. Et là, moi, ça me fait penser, quand j'ai lu ça, au côté multipotentiel, où on peut dire des fois, il faut être focus, c'est hyper important. Oui, mais pas toujours, vous allez comprendre. Moins le problème avait de variables, plus les étudiants avaient besoin d'y réfléchir consciemment pour faire le bon choix. Et inversement, lorsque la question était complexe, ce sont ceux qui n'avaient pas eu le temps de réfléchir qui prenaient la meilleure décision. Donc, vous avez en haut, vous avez à gauche, pardon, la différence en fonction justement du niveau de complexité de la tâche. Donc, ceux qui avaient des anagrammes, etc., qui avaient peu de temps, ben, ils avaient la solution plus rapide. Et encore une fois, c'est aussi important en fonction de l'expertise que vous avez. Et donc, une série d'expériences menées cette fois en 2016 par des psychologues américains ont montré que cette intuition dite holistique conduisait à de meilleures solutions qu'un raisonnement pourtant méthodique. Pour les tâches simples, faites confiance au coup d'œil d'expert. Pour les tâches compliquées, à l'éclair de génie. Donc, vous pourrez prendre le temps de relire tout ça parce que ça peut justement vous faire bouillir la cervelle. et on pourra en reparler. Alors, pour pratiquer l'intuition, moi, ce que j'en ai retenu et ce que j'en retiens aussi de ma pratique avec mon grand âge, c'est emmagasiner des connaissances. Donc, remplir notre base de données pour créer ces fameux chunks qu'on appelle aux échecs, ces fameuses combinaisons. Mettre à jour nos croyances en les confrontant, soit avec d'autres personnes, soit en lisant des choses, soit en ce qu'on appelle l'esprit critique, en fait, tout simplement. Laisser décanter au calme. Donc, c'est là où je vous disais tout à l'heure, réfléchir, mais pas trop. Et donc, réduire le bruit mental. Alors, il y a des pratiques qui aident. L'auto-hypnose, la transe, par exemple, c'est aussi les états modifiés de conscience permettent ça. Le yoga, la méditation. Puisque dans ces états modifiés de conscience, le cerveau passe en mode inconscient. Mais il travaille. Et sans vous fatiguer. C'est quand même vachement bonnard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qui fait que ça vaut le coup que quand on va se coucher, de dire au cerveau conscient, tu arrêtes de réfléchir. Là, c'est l'autre cerveau qui va prendre le relais. Là, tu décantes et donc tu laisses l'eau, la vase, les feuilles, enfin tout ça se reposer au fond. Et donc, laissez venir la réponse, soit au réveil, soit comme moi souvent, mais je ne suis pas la seule, sous la douche. Ou pour les hommes, en se rasant le matin, ou en faisant la vaisselle aussi. Vous voyez, c'est souvent des tâches en fait dont on dit qu'elles nous vident le cerveau. Donc, laisser le cerveau fonctionner en pilote automatique pendant qu'on réalise une autre tâche, qui justement ne nous demande pas beaucoup de réflexion. Vous constaterez que ce sont des tâches qu'on sait faire très facilement. Se doucher, marcher parfois aussi, sans faire une randonnée avec plein de cailloux, il va falloir être concentré. Vous voyez, vraiment quelque chose qu'on sait faire facilement. Et on en revient à écouter son corps. Alors, je vous ai mis quelques découvertes liées à l'intuition. Vous pourrez les lire tranquillement.
souvent dans les découvertes novatrices et en sciences, justement, il y a un chercheur qui, pendant des années, creuse un sillon. Il prend connaissance de tout ce qui a été publié sur le sujet dans le domaine et il atteint un niveau d'expertise élevé. Et souvent, il y a aussi qui le partagent. Et c'est ce qui fait qu'un jour, ça fait pop dans l'humanité à différents endroits. C'est parce qu'en fait, toute l'humanité a appris plein de choses. Vous voyez ? Et donc, un chercheur, c'est jamais tout seul qui l'a trouvé. C'est aussi des siècles d'humanité qui a appris des choses et on se transmet tous toutes ces connaissances. Et donc, après un temps d'incubation plus ou moins long, à un moment, l'idée sort. Comme l'image de la formule du benzène ou le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Vous avez justement là des exemples de l'époque du roi de Syracuse au IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et une dernière, c'est l'avion et les parasites. On pourrait les lire tranquillement avec le support. Et pour aller plus loin, vous détendre la cervelle, un roman, Intuitio de Laurent Gounel, que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, ce sera la suite de mon atelier aussi. Je vais dire, bah tiens, ça, tu vas lire le roman dont tu leur as parlé. J'ai fini ma présentation et j'aimerais bien avoir vos retours si vous avez encore le cerveau en état de fonctionnement. Le précuneus, le canal codé et tout ça. Le noyau codé. Non, en fait, quand on y pense, c'est pas si compliqué que ça. Il faut que ça reste simple. Et c'est ça qui est compliqué, entre guillemets. Il faut que ça reste simple. C'est ça. En fait, moi, je trouve vachement chouette, c'est que de se dire, moi, des fois, je me dis, tu réfléchis trop, ou on m'a eu dit, tu te disperses, etc. Et moi, j'ai fini par dire, ben non, ça m'enrichit, j'ai besoin de m'enrichir de choses différentes, en fait, pour trouver des solutions. Et en fait, en préparant cet atelier, je me suis dit, OK, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et j'ai compris, moi, je le disais, j'assumais de dire, ben non, je suis désolée, j'ai besoin d'eux. Mais maintenant, je comprends en plus comment cérébralement ça fonctionne. Aurélia, est-ce que tu as... Est-ce que tu as des clés pour retrouver ta fameuse créativité intuitive? Oui, après, tu sais que moi, je suis bientôt psychologue, en fait. Donc, ce sont beaucoup de choses que j'ai déjà étudiées et vues en psychologie cognitive. Ah, super. Voilà. Donc c'est des sujets voilà, dont j'avais déjà entendu parler, qui me parlent. Après, voilà, c'est une vision psychologie cognitivo-comportementale. Voilà. Qui n'annule pas forcément d'autres théories. Je pense que tu vois, il peut y avoir aussi, voilà, il peut y avoir tout un mélange après d'influences sociales ou si on part sur ceux qui sont en clinique, ça va être les influences traumatiques. Enfin, ça rejoint aussi un petit peu tout ce que tu disais. Et finalement, je crois que c'est un peu difficile finalement d'une manière générale d'essayer de définir ce qu'est l'intuition, puisque ça vient, enfin, comme tu dis, de tout ce qu'on ingurgite un peu tout au long de notre vie, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu tout ça qui se mélange. Et je trouve que, en tout cas, les recommandations que tu fais là à la fin, là, qui sont en tout cas d'écouter le ressenti dans son corps, de prendre du temps aussi de silence et de faire des pauses, voilà, et arrêter justement de trop réfléchir. Enfin, je ne sais plus quels étaient les deux autres, mais ouais, je pense que ces 4 trucs-là, c'est des choses qui sont essentielles, voilà, pour l'intuition et même pour le bien-être, enfin pour soi et pour être plus en phase aussi avec soi-même, quoi. Ouais. Mais oui, puis pour ce que j'appelle retrouver son écologie intérieure aussi, c'est un équilibre. Moi, je suis une aficionados de la nuance, donc les extrêmes, moi, ne m'aident pas.
ne me nourrissent pas. Et c'est pour ça que c'est écouter son corps, mais pas trop. Écouter sa tête, mais pas trop. C'est vraiment, voilà, comme on dit toujours, c'est la dose qui fait le poison. Et ça, c'est valable pour plein de choses dans la vie. Et j'ai envie de dire pour tout dans la vie. Savoir se remettre en question, mais pas trop aussi. C'est-à-dire savoir avoir confiance en ce qu'on sent qui est juste à l'instant. Pas besoin de se flageller si on s'est trompé. Par contre, savoir se confronter intelligemment. Se confronter, ça ne veut pas dire se battre, mais ça veut dire se dire, attends, est-ce que sur ça, vraiment, tiens, et si j'écoutais ce que me dit l'autre et comment lui le vit, ce fameux esprit critique. Et puis aussi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais au tout début. Pour moi, l'être humain, il a besoin de comprendre pour contrôler. Puisque la seule chose qu'on ne contrôle pas, c'est d'où on arrive et où on va. Donc, entre les deux, on essaye de contrôler au max pour réduire notre trouille de où va-t-on. Et donc, étudier le cerveau, étudier l'intuition, ça fait partie de ces besoins de contrôle. Moi, j'y laisse toujours cette part de magie parce que moi, j'ai mes perceptions qui peuvent être dites spirituelles, perchées, ce qu'on veut. Ça me va bien de garder une part de magie et de ne pas tout comprendre. Par contre, je trouve aussi très chouette d'avoir des clés comme ça qui permettent de se dire, OK, tiens, je peux appuyer sur ce curseur, c'est intéressant. Quand je vais me sentir un peu en insécurité, quand je vais douter de moi, quand je vais... tiens, rappelle-toi que... voilà, encore une fois, c'est la dose qui fait le poison et j'aime bien moi faire cet équilibre entre rationnel, intuitif, mais on pourrait en parler sur d'autres plans. Perception, on va dire plutôt au sens large, perception extrasensorielle, perception et explication. Ouais. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est l'équilibre en tout qui est important, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Pour moi, c'est important. Je trouve que, tu vois, il me vient l'image de l'équilibriste. C'est que si on penche trop d'un côté, on se casse la figure de toute façon. En fait, ça, par contre, tu vois, c'est basique si on prend l'image de marché, quoi. Donc, moi, en tout cas, pour moi, c'est vraiment important. Après, c'est vrai que des fois, encore une fois, par confort, et on a tous le droit à ça, mais par contre, il faut s'en rendre compte. On va avoir besoin de mettre dans des cases, on va avoir besoin justement de comprendre, de contrôler et donc de simplifier et de caricaturer. À des moments, on va en avoir besoin, ça va nous rassurer, on va dire telle personne c'est un con ou moi je suis un petit machin ou je suis pro-truc. Mais à un moment, ça va être capable aussi d'entendre l'autre et de se dire attends, en quoi ça me vient justement mettre en perspective ce que je pense. Est-ce que je suis dans un état aujourd'hui de mettre en perspective, mais être en tout cas capable de se dire ce n'est que ma croyance à moi, mon besoin à moi aujourd'hui de caricaturer et qu'il faut que je sois capable, et peut-être qu'un jour je serai capable d'aller plus loin, mais d'être vraiment conscient de ça, je pense que c'est important. Je te rejoins tout à fait. Ouais. On a cette obligation de catégoriser pour prendre des décisions. Maintenant, l'important, c'est de savoir des fois regarder justement nos propres décisions et éventuellement de les remettre en question. Voilà. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, se questionner dessus aussi. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. C'est ça. Écoutez, j'ai été hyper contente de passer ce temps avec vous, de vous partager tout ce que j'ai lu. Merci. Ça m'a beaucoup enrichi, toujours beaucoup de préparer les ateliers. Et comme j'aime beaucoup partager, ce que je trouve, voilà, les ateliers, c'est l'occasion de partager autant ce que moi j'expérimente, ce que j'apprends, et puis les gens que je rencontre. Donc voilà, je le répète là, mais sachez que les ateliers, il y a des experts 2 fois par mois, parce que justement, moi, je ne suis pas experte de tout, et donc j'aime bien m'entourer de gens que je trouve de qualité pour transmettre, parce que voilà, il y a tellement de choses chouettes qui méritent d'être transmises pour que l'humanité croissent et embellissent dans des bonnes vibrations de soutien et qu'on aille tous mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous partage aussi un atelier d'autres regards. Merci à toi. Ouais, merci pour ton travail et merci pour ta présentation. Merci les filles. Si vous avez encore des questions, on peut prendre quelques minutes. Mais Moi, ça va. Désolée d'être arrivée un peu après le début. Tout va bien, Solène, tout va bien. En tout cas, voilà, vous pourrez le relire. Ouais, merci beaucoup.
Vous pouvez toujours mettre des commentaires sous le replay, vous pouvez m'écrire. Enfin, voilà, c'est Inspire the Change, c'est une communauté dont vous faites partie. Donc, voilà, pour moi, c'est important qu'on s'enrichisse les uns les autres. Moi, je ne sais pas tout, loin de là. J'ai ce côté leader, j'ai ce côté locomotive, mais toute seule, je ne vais pas bien loin. Donc, voilà, la tribu, c'est vous. C'est les intervenants qui viennent. C'est voilà. Donc, vraiment, moi, ça me fait chaud au cœur d'avoir vos retours, vos commentaires, comment vous l'avez vécu. Et puis sur les interviews, il y a les interviews sur la chaîne YouTube. Il y a toujours un petit défi à la fin. Ça me vient là de vous en parler. Il y a toujours un petit défi à la fin. Donc, c'est aussi chouette de savoir comment vous avez vécu les défis. Voilà. Moi, je me nourris de ça. Je me nourris de l'interaction avec vous. Très bien. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci Bonne soirée, beaucoup, Anne. merci. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt.